disaient « Ça cartonne, Woomise, t'es sur BFM toutes les semaines. » Spoiler alerte, 9 fois sur 10, c'est pas forcément une bonne idée. Mais en réalité, plus t'es authentique, plus les gens adhèrent. Franchement, pendant que ça m'arrivait, pendant que j'étais près du précipice, là où je me disais mais c'est pas possible quoi. Je me suis remis dans cette même merde alors que je m'étais promis de ne plus jamais l'être. J'ai pas peur d'être clivant. Moi, j'ai juste peur que ça soit nul, que les gens, ça les intéresse pas, ça leur apprend rien, ça les divertit pas. Bah écoute, moi je suis très content en tout cas qu'on puisse se voir, parce que c'est vrai que du coup, à un moment donné, je t'ai vu partout. Donc je dis, bon bah écoute, moi dès que je vois quelqu'un partout, je me dis, bon, il va peut-être falloir que je m'intéresse à ce business et à cette personne. Donc c'est pour ça que je t'ai contacté, qu'on a enfin réussi à trouver un slot qui matchait. Hyper contente, merci à toi de m'inviter, de me faire revenir à Station F dans ce coin que... Oui, parce qu'on est chez Podspace à côté de Station F, c'est ça qu'on l'a dit. Exactement. Ouais. Et bah écoute, en vrai, tu sais, moi j'ai pas trop de parties dans le podcast. On va se servir un peu de la frise chronologique, un peu de ta vie, là comment t'en es arrivé à entreprendre. Donc là, il y a l'avant, donc il y a l'aventure Woomise. Je vais être très envie que tu m'en parles. Et puis après, bah, bien sûr, il y a Blox et Capi qui se suivent un peu. Voilà, ça va être un petit peu, je pense, les trois parties du podcast. Les trois grosses parties de ma vie d'entrepreneur, ouais. Let's go. Let's go. Bah, je te propose déjà de te présenter. Comment toi, tu te présentes quand, que ce soit dans le pro ou dans le perso, quand on te dit qui es-tu, Lorraine? Comment tu te présentes? Qui suis-je? Déjà, je m'appelle Lorraine, j'ai 34 ans. J'ai grandi à Paris, dans un environnement plutôt confortable. J'ai été assez préservée dans un cocon, on va dire, d'études. J'étais un peu sur les rails, on va dire, un peu classiques. Tu vois, tu fais des études en école privée, tu fais ensuite une fac de droit, après une fac de finance où j'étais à Dauphine. T'as fait Assas aussi, non? Assas et Dauphine. Assas, Dauphine. Le mec a bossé, t'as vu? Ouais, c'est bien, je vois que t'es renseigné. Et oui, j'ai suivi un peu les traces, tu vois, qu'on te met dans le crâne quand tu grandis dans ce genre d'environnement. Ils font quoi tes parents? J'ai un père qui est entrepreneur. Alors, j'ai baigné dans le monde de l'immobilier depuis toute petite, parce que lui était notaire de formation et puis il a quitté le notariat pour monter une première agence immobilière il y a 30 ans, qui existe toujours. Et puis, il a diversifié aussi ses activités. Donc, j'ai toujours baigné là-dedans et fait mes petits jobs aussi d'été dans l'IMO. Donc, je pense que j'ai quand même ça qui coule dans mes veines. Il était dans quel coin? Il est dans l'ouest parisien, dans le 16e. Ouais, donc en plus, t'as baigné dans les beaux biens, quoi. Exactement. J'ai été, quand je te dis un cocon, c'est ouest parisien. Et il y a un moment donné, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a que ça qui existe ou tu vas voir un peu ailleurs? Et je te raconterai la suite. Parce que c'est vrai, il existe d'autres choses. Ouais. Voilà. Et mais on a vite tendance, quand tu grandis dans ce genre d'environnement, à être un entre-soi. Ouais. Et c'est vrai que quand tu vois ce qui se passe en dehors, ça t'ouvre les chakras. Et ce qui s'est passé pour moi avec le switch dans le monde de l'entrepreneuriat, mais c'était un petit déclic. Il y a un autre entre-soi aussi, de temps en temps, on va pas se le cacher. Mais ouais, c'est vrai, c'est différent, mais quand même plus diversifié, on va dire, en termes de profil, etc. Et donc, et ma mère, qui, elle est profession libérale et elle est psychologue. Donc, beaucoup plus orientée humain aussi, et sur les relations humaines, ce qui fait aussi partie aujourd'hui de mon aventure entre l'immobilier et l'humain. Yes. Voilà, et donc, Dauphine, je suis cette voie-là, je rentre dans une banque privée à l'époque, qui s'appelait Banque Privée 1818, qui est devenue Natixis. Et je deviens banquière privée, donc j'ai du conseil. Gestion de patrimoine, quoi. Exactement. Gestion de fortune. Gestion de fortune, avec un banquier que j'adore et qui est toujours mon ami aujourd'hui, qui s'appelle Pierre-Emmanuel, qui m'a formé. On embrasse. Voilà, qu'on embrasse, Pierre-M, si tu nous écoutes. C'est quoi, c'est des tickets à quoi? 1, 2, 3 millions? Globalement, le ticket d'entrée, c'est 1 million pour rentrer dans la banque. Et puis après, effectivement, c'est plutôt on va dire, au-dessus de 10 millions gestion de fortune, quoi. Sympa. Donc, effectivement, des gens, beaucoup d'entrepreneurs qui ont forcément bien réussi parce qu'ils sont là et que tu accompagnes au moment où ils vendent leur boîte. Et donc, tu les conseilles dans l'organisation patrimoniale et dans le placement financier derrière. C'est quoi? Tu les conseilles quoi? D'acheter de l'IMO, d'acheter des parts dans des boîtes? Déjà, tu vois ses objectifs en fonction de sa famille, son profil d'investisseur. Est-ce qu'il est plutôt prudent ou il a envie d'être un peu plus dynamique dans sa gestion? Et évidemment, après, il y a tout un tas de questions et tu regardes le profil. Plein de produits à proposer, quoi. Et après, tu organises... D'abord, fiscalement et juridiquement, comment tu organises au mieux ça. Et puis après, effectivement, tu as ce qu'on appelle l'allocation d'actifs, où tu te dis, là, il y a une poche en financier. Là, est-ce qu'il a envie de faire de l'immobilier, de l'art, d'autres choses, etc. Donc, la banque privée, la banque privée, tu as une palette qui est super large de conseils, parce que effectivement, certains niveaux de patrimoine, tu te dis,
peux aller te permettre de faire des choses type private equity, et maintenant, il y a beaucoup c'est un peu l'objet aussi du club dont on va parler, c'est d'ouvrir les portes un peu de ce monde où, effectivement, quand tu as beaucoup d'argent en banque privée, tu as une gestion diversifiée sur plein d'outils financiers C'est ça que si on a 100 000, en vrai, on va pas avoir ce type on va pas avoir Natixis, quoi. Alors, les banques privées, non. Par contre, tu as de plus en plus d'acteurs indépendants maintenant qui sont des conseillers en gestion de patrimoine et qui, à partir de 100 000 euros, peuvent te conseiller sur des... Alors, il y a à boire et à manger. Les trucs, Oui, t'es pas très innovant dans ta gestion, mais voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant 3 ans. Ok, sympa. Bon, en vrai, c'est cool pour j'ai démarrer. Écoute, c'était un métier que j'aimais bien, vraiment. C'est très enrichissant parce que ça reste aussi humain. Tu crées vraiment une relation de confiance avec tes clients. Parce que, en réalité, tu rentres dans leur intimité, leur famille, leur patrimoine, leur boîte. Moi, ce que je préférais, évidemment, c'est les histoires aussi d'entrepreneurs. Et là, c'est là que aussi le déclencheur aussi s'est passé pour moi parce que un de mes clients, qui est devenu mon mentor, puis plus mon associé aujourd'hui, qui s'appelle Jérôme Chabin, on l'a accompagné dans des opérations de IAD notamment. Mais attends, c'est pas une boîte qui a été licorne, ça? Ouais, c'est une licorne aujourd'hui. Ouais, c'est la seule licorne de l'immobilier dans le monde, je dirais. Enfin, pas dans le monde, en Europe, excuse-moi. Je vais dire. Mais j'ai fait genre le mec qui cherchait, mais en fait, j'y connais rien. IAD aujourd'hui, c'est un réseau de 23 000 mandataires indépendants. C'est énorme. Ils sont dans 18 pays. Et lui, c'est le co-founder. Ouais, c'est le co-founder. Et donc, vous étiez chez lui. Il est venu vous voir. C'est quoi? C'est peut-être. Écoute, il était suivi. Et puis, mon banquier senior avec qui je bossais en duo le suivait. Et on l'a accompagné il l'a accompagné dans une première opération IAD où ils ont fait rentrer des fonds d'investissement. Et donc, vous avez géré son cash out et tout? Exactement. Okay. Et puis, c'est quelqu'un qui a un parcours de dingue. Ouais. Je t'invite à vraiment écouter ses podcasts. Il n'en a pas fait beaucoup, mais il raconte... Il a quel âge, lui? Il a une petite 50aine d'années. Ok. Et puis, il a un parcours de vie incroyable, vraiment incroyable. Donc, tous les entrepreneurs, tu vois, c'est en termes d'inspiration, je pense que c'est une bonne dose carrément, on redonne son nom. Jérôme Chabin. Eh ben, écoute, Jérôme Chabin, on ira suivre. Je vous invite à découvrir son parcours parce que je vais pas tout raconter ici, mais il le fera lui-même. Ouais. Mais non, c'est quelqu'un qui a des valeurs d'entrepreneur et d'homme qui sont assez incroyables et très inspirantes. Et quand je lui ai dit... à l'époque, je voulais monter une boîte, mais je savais pas quoi. Je discutais avec mon meilleur pote, Alex, qui avait toujours 50 000 idées à la minute. Toutes les semaines, on échangeait sur ses idées et tout ça. Et lui, il était chez Criteo à l'époque, donc plus dans le monde digital, innovation, etc. Criteo, je pense, qui était la première licorne française. Exactement, ouais. À l'époque, c'était la concurrençait Google sur le retargeting. Il y a 15-20 ans, en fait, les premières fenêtres que tu voyais quand tu es sur un site, et tu te dis, putain, mais comment ça se fait qu'il y a des pubs pour la Fnac alors que je viens juste d'aller à la Fnac? En fait, c'est parce que Criteo t'avait mis un cookie au cul. Et en fait, du coup, c'est très fort. Refaisait, ce qui est normal aujourd'hui, mais à l'époque, c'était très fort. Ouais, ça paraît normal aujourd'hui, mais clairement, c'était ultra innovant. C'était il y a longtemps, c'était genre même dans les années 2000, je pense, 2008. Ils ont explosé, je pense, dans ces zones. Parce que moi, je sais que ils étaient déjà énormes quand j'ai commencé à bosser, genre en 2010, tu vois. Donc c'était belle boîte. Et donc, effectivement, lui, il a toujours été passionné marketing digital, etc. Et puis, on discutait de ses idées. Et puis, un beau jour, on se prend un verre et ça se passait mal avec ma coloc à l'époque. Tu vois, ça devait être une coloc temporaire qui s'est étalée dans le temps. Et puis, on en parle avec Alex et il me dit, dans mon idée numéro 18, sur mon carnet, j'avais le Tinder de la coloc parce que moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai toujours galéré avec certaines colocs, ça s'est très bien passé, d'autres non. Et c'est pas le problème de trouver un appart. Enfin, c'est le problème de trouver un appart, déjà, c'est compliqué, mais avec les bonnes personnes, c'est encore plus. Ouais, grave. Plus difficile. Et quand t'es étudiant, que t'as pas d'argent, que tu dois trouver ton logement et galérer en plus pour te coltiner des gens avec qui ça matche pas, c'est compliqué. Et moi, je vivais un peu ça au même moment. Et je lui ai dit, mais attends, mais cette idée, elle est incroyable. Viens, on creuse. Je lui dis, c'est pas possible que ça n'existe pas, un truc où il y a un matching, tu vois, par affinité, plus une recherche d'appartement. De là, ça a commencé à germer, ça a commencé à nous passionner. On travaillait le soir, on regardait, on se disait, mais attends, aux États-Unis, il y a un truc. Là, ils viennent
de lever 20 millions de dollars sur une première levée de fonds. Ils font un peu ça, mais c'est que à New York et tout ça. Et déjà, là, vous avez coché pas mal de trucs. Hein. Souvent, quand on pitch des idées, quand on se dit, mais c'est un peu le de là, genre le Airbnb de ci, le Tinder de ça. Exact. Déjà, en général, ça met la puce à l'idée. Spoiler alerte, 9 fois sur 10, c'est pas forcément une bonne idée, mais exactement. Ça a la gueule d'une bonne idée, du coup. Et ensuite, quand tu vois que quelqu'un fait la même chose aux États-Unis, vient de faire une grosse levée ou faire une grosse croissance, et que ça n'existe pas en France ou en Europe, normalement, ça coche quelques cases où tu te dis, il faut creuser. Et écoute, ouais, on avait des bons indicateurs. Et puis surtout, on partait d'un problème qu'on avait expérimenté, que nos potes avaient expérimenté. Et on en parlait autour de nous et tout le monde nous disait, bah ouais, moi aussi, j'ai galéré quand j'étais à Londres. Moi aussi, j'ai galéré en Asie. Moi aussi. En fait, dans toutes les villes du monde, toutes les grandes villes du monde où tu dois te loger quand tu es étudiant, jeune actif, et que voilà, tu peux pas te permettre d'avoir des grands appartements à toi tout seul. Et la coloc, ça s'impose à toi et tu n'as aucune solution, aucune plateforme. Et en France, tu avais l'équivalent des pages jaunes digitales avec des petites annonces comme ça où tu pouvais à peine voir quelques photos du bien. Tu voyais jamais les photos des colocs. Tu te disais, en fait, soit tu vas sur Facebook, et on postait nos Facebook, c'était beaucoup ça, tu vois, je crois, à l'époque. Hein. À l'époque, je te parle de ça en 2017, 2016. On était là, comment on fait on poste, tu demandes à quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et donc, on s'est dit, créons-le. Et puis, c'est vraiment une bonne idée qui répond à un vrai problème. Il y a un marché. Et en fait, on est parti là-dessus en se disant, OK, moi, je quitte mon job. Et lui, Alex, il faisait quoi, ton pote? Il était chez Criteo. Ah oui, pardon, c'est lui qui était chez Criteo. Okay. Et lui, il regardait il y avait des offres d'emploi pour partir à Londres. Tu vois. Donc lui, il voulait partir dans une boîte d'ads aussi à Londres, qui lui avait fait une offre sur la table, etc. Et en fait, on s'est dit, écoute, si on le fait pas, peut-être qu'on va le regretter. Et effectivement, on est parti là-dessus. Quelques mois, on a bossé en parallèle de notre job. Et puis, moi, ça s'est imposé à moi. Je me suis dit, il faut que je démissionne. Je ne peux pas rester dans cette banque. J'aime bien mon job, mais en même temps, je sens que j'ai un appel d'air pour faire autre chose de ma vie, quoi. Et qui trouve la brand, Woomies, parce que c'est ça qui a été cool. Ah ouais, elle était cool, elle était cool, merci. Écoute, c'est assez marrant parce qu'on voulait l'appeler Homies initialement, et puis c'était pris. Et puis, en fait, on en parle à tous nos potes. Et il y a un de nos potes qui a mal compris le nom. Il dit, c'est génial, Woomies, parce que tu as le who de la personne. Et mise comme les roomies en anglais. Ouais, c'est ça, moi je comprends comme les roommates, quoi. Ouais, c'est ça, les roommates, les roomies, c'était les diminutifs en anglais. Ouais. Et le who, c'est vraiment genre, c'était ancré, tu vois, dans les valeurs de la marque, quoi. C'est l'humain, first, et évidemment, on trouve le toi. Mais on a vraiment créé cette app de matching. Les premiers sprints, c'était comment on crée l'algo pour que les gens puissent... vraiment avoir des recommandations en fonction de leur personnalité, de leur mode de vie, de leur budget évidemment et tous ces critères classiques, tu vois, mais c'est surtout orienté autour de la personnalité. Donc ce qui a été cool, c'est que tu vois, il y a eu des groupes de musique, il y a eu plein de colloques de sportifs, tu vois, et des trucs des groupes assez sympas, quoi. Et c'était directement desktop ou c'était une app mobile? Nous, on était d'abord mobile, on était vraiment mobile first. Okay. Donc on a été un peu audacieux quand même dans nos choix. Après, parce que j'allais dire, en fait, là, faire ce genre d'app, il y a 10 ans, ça coûtait une tonne et tout, c'était compliqué. Ça nous a coûté, effectivement, on a fait beaucoup d'erreurs, comme tout le monde. C'était notre première boîte et on s'est dit, on va faire un truc de dingue tout de suite. Voilà l'app. En plus, Alex, il était très, très produit. Donc, il avait son idée, il avait designé les mock-ups et tout ça. Et on a travaillé avec une agence mobile. Et là où on a eu de la chance, nous, c'est qu'on a levé aussi de l'argent et c'était la grande époque. J'allais dire, tu étais obligé de lever de l'argent vite, quoi. C'était l'époque. Alors moi, j'ai mis mes économies. Alex, il n'en avait pas parce qu'il était aussi tout jeune salarié dans sa boîte. Et moi, ça faisait quand même 3 ans que je bossais. Donc j'avais un peu d'épargne et tout ça. Et je me dis, bon, allez, mais ça va pas suffire. Quand on regarde, on n'avait en fait aucun skills tech, quoi. Tu vois, donc on était incapable. Et puis, t'es pas à l'époque des Lovable où tu peux faire tes apps toute seule. Où tu vois, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait pas de ChatGPT, il n'y avait rien, tu vois. Donc on était là, comment on fait pour développer une app? Parce que c'est vrai que là c'est vrai qu'une idée comme ça,
tu fais ton truc en une journée, tu le fais sur Lovable pour avoir en fait un draft de mini-produits. Tu fais un peu du coup comme nous, la landing page pour avec la promesse, comme je disais tout à l'heure pour Kimono, avec la promesse, un formulaire et tu fais un peu de com sur les réseaux, etc. Et là, tu vois s'il y a un engouement ou pas, et en fait, tu peux gagner un temps fou. Je vais te dire, ça a changé, mais entre le moment où on était en 2017, fin 2017 pour lancer Woomies, et maintenant, mais c'est... Je dis, si à l'époque, j'avais eu tous les outils là pour créer cette app, etc., mais on aurait... Enfin, peut-être que l'issue aurait été différente, mais en même temps, ça fait partie de notre parcours parce qu'on a appris une tonne de choses. Mais en réalité, c'est aujourd'hui, pour lancer un concept et le tester sans budget et rapidement, pour te confronter à ton marché, 72 heures. C'est dingue. Ouais. Franchement, c'est absolument dingue le monde dans lequel on vit pour entreprendre aujourd'hui, quoi. Donc du coup, vous faites quand même une petite levée de fonds. C'est quoi, c'est Friends and Family ou comme des business angels direct quand même des business angels. Écoute, on a eu la chance d'être dans l'incubateur de Dauphine tout de suite. Ok. Tu vois, et on a développé pas mal de réseaux. Et puis après, j'ai fait aussi appel à mon réseau d'avant, de banque privée. Et donc oui, on a fait une première levée d'amorçage avec un business angel qui nous connaissait quand même. Mais il est pas connu, donc je vais pas donner. Et puis voilà. Mais oui, donc on avait levé 300 000 euros quelques mois après le début de l'aventure. Et puis voilà, après tout de suite, on s'est chauffé. Franchement, on s'est chauffé sur l'agence. Qui était génial, qu'on embrasse. L'Unabi Studio, c'est des super pros, des passionnés d'app mobile. On avait une app qui nous a permis, en réalité, c'est pas vraiment une erreur, parce que ça nous a permis d'être tout de suite en haut de l'affiche sur les top apps Apple. On a été feature genre 10 fois, 15 fois dans l'Apple Store, dans les apps du mois. Enfin, l'app, le produit en tant que tel, il était génial. Enfin, toi qui adore le produit... aussi avec Kimono, enfin, tu vois, tout le design, le branding, etc. Je me rappelle très bien de cette époque. En fait, on s'est lancé en même temps, en fait. Donc, c'était, vous faisiez partie de l'écosystème. Et en effet, en plus, c'était une très belle époque pour lancer une startup. Ah, il y avait une effervescence il y avait quelque chose. Nous, on était partis, mais enfin, moi, c'est des années que je regrette absolument pas, même si l'issue a été difficile. Parce qu'au contraire, on a appris, mais on a vibré... tu vois, tout a été vite, c'était hyper enrichissant, stimulant. Tu avais des entrepreneurs, on avait des groupes d'entrepreneurs là, entre Dauphine, Station F, on a été au Google Campus à Londres, ça c'était un truc de malade aussi, le Google Campus à Londres. Enfin, avant Covid, en fait, toutes les 3 années avant Covid de Woomies, c'était la meilleure période start-up pour être stimulé, mais ça nous a biaisé complètement, tu vois, dans nos... On était matrixés, si tu veux, dans ce système-là, à tel point que, si tu veux, les fondamentaux d'une boîte, et après, tu reviens, tu reviens sur Terre, et tu te dis, c'est quoi les fondamentaux de ta boîte économique, quoi. C'est de vendre. Tu vois, c'est de vendre. Tu commences par le commencement, et c'est vrai que tu te dis, bah ouais, je vais faire un super produit, je vais avoir un gros... Et nous, tout le monde nous disait ça, et c'était le truc à l'américaine, tu vois, de la start-up qui crée une grosse communauté qui monétise ensuite. Nous, on était comme ça, tu vois, dans cette logique-là. Parce qu'en fait, c'est que je me rappelle très bien, encore une fois, de Woomies, mais tu vois, un truc dont je me rappelle pas, et même là, je l'ai pas en tête, quel est le business model ? Je me doute que c'est sûrement pas les étudiants qui vont payer, en fait. Non, en fait, si tu veux, c'est au moment du Covid, et malheureusement, c'est là où ça a fait mal. On a déployé la partie B2B, donc avec des résidences étudiantes. Là, on s'est dit, très bien, on a un marché de la coloc qui est petit, mais il y a aussi, en fait, les étudiants qui cherchent des colocs qui peuvent aller se loger en résidence étudiante. Il y a aussi la tendance du co-living qui est en train de vraiment émerger de manière assez forte. On en a beaucoup parlé, j'ai l'impression que c'est redescendu, non, un peu le co-living, non ? Non, alors les acteurs en place, ils continuent à fonctionner. Alors il y a peut-être effectivement moins d'effervescence autour de... À un moment donné, c'était le truc, même pour, tu vois, même moi qui faisais pas mal d'IMO à cette époque-là, c'était un peu le truc de la tendance. T'achètes une maison et t'en fais un co-living pour adultes, quoi. Ouais, bah écoute, les acteurs en tout cas historiques sont encore là, marchent bien, la Casa, Colonise, ils se sont aussi un peu diversifiés, mais tu vois, c'est effectivement le logement partagé, parce que le co-living, c'est une colocation, mais version professionnalisée, gérée par des professionnels, quoi. Pour moi, le co-living, c'est le coloc pour adultes, en fait, mais... Gravir le Mont Blanc avec 15 entrepreneurs, c'est le projet fou dans lequel je me suis lancé.
Mais comment réunir tout le monde facilement et gérer la logistique? C'est la question que je me suis posée et une chose est certaine. Ça n'a pas commencé au pied de la montagne, mais bien avant. 15 entrepreneurs, 15 parcours de vie, mais 15 destinations différentes. Pourtant réunis au même endroit en seulement quelques clics. C'est là que l'aventure a pris forme. Train, bus, taxi, tramway, chaque trajet nous rapprochait. D'un simple billet réservé depuis mon téléphone à un projet collectif qui nous dépassait. Parce que voyager, ce n'est pas juste se déplacer, c'est avant tout se connecter. Et ça commence dès la réservation. Merci encore à SNCF Connect d'avoir rendu ce projet possible. Ouais, c'est une coloc pour adultes, mais voilà, c'est des logements qui sont pensés pour ça. La coloc, t'as un appartement avec 2 chambres dispo, il y en a une petite, une grande. Et chacun sa salle de bain, en fait. Tu vois, c'était ça, en fait, où c'est pour adultes. C'est entre l'hôtellerie, sans service et un appart. C'est vraiment un logement qui est pensé pour vivre ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, non, mais et donc, on a déployé ce business model-là autour des résidences. Donc, on avait lancé avec la résidence de Station F. Et ça, on avait fait aussi un beau lancement avec les 3 grosses résidences qui peuvent loger 600 personnes, tu vois, à 10 minutes de Station F. Et on avait intégré notre module de matching dans le formulaire pour créer les colocs de Station F, en fait. Et le business model, c'est quoi? C'est donc Station F et qui nous, paye on à la prenait, personne. si tu veux, nous, c'était des frais. En gros, sur la partie réservation avec les résidences étudiantes et à qui on apportait du flux, en fait, de dossiers, puisqu'on avait vraiment été loin dans la tech pour qualifier les dossiers des locataires. Donc, on allait vraiment, tu vois, après l'app, on a développé le site, le back-office et donc une vraie plateforme, tu vois, de gestion pour la partie... Vous avez bouffé du produit pendant 4 ans, putain. Ah ouais, je te confirme, parfois on s'arrachait un peu la tête, puisque au début on a externalisé, on a internalisé, on a recruté notre premier CTO qu'on a associé. Et les réunions tech, on en a bouffé. Mais nous, on adorait ça. Ah, c'est chouette, en vrai. Moi, je trouve ça passionnant parce que c'est très créatif, déjà. Bon, après, quand tu es dans la partie back, un peu moins. Le back-end, ça m'amuse pas. Mais en réalité, c'est très puissant, tu vois. Et ça crée vraiment... quand tu réponds à des questionnements de tes clients et que tu arrives à tout automatiser et à créer un beau produit qui marche bien, c'est hyper satisfaisant. C'est hyper compliqué, c'est ça. C'est très compliqué. Très chronophage, très. En tout cas, dans à le l'époque. test, dans le machin. Bref. Maintenant, moins peut-être, hein, tu vois, ça dépend de niveau de complexité tech, mais nous, on s'est beaucoup pris la tête. On s'est beaucoup pris la tête. Et donc, l'idée, c'était effectivement d'aller envoyer des dossiers de locataires, d'avoir vraiment un espace résidence étudiante où ils recevaient nos leads, on s'intégrait dans leur système. Donc, effectivement, c'est des gros investissements. Et ça nous a mis en risque parce qu'on avait un modèle économique en face qui était trop aléatoire, tu vois, sur les réservations. Il nous fallait du volume, donc il fallait qu'on continue à investir. Enfin, tu vois, c'est toujours... et on a manqué de temps et de précision par rapport à ça, quoi. Et c'est le Covid qui vous tue ou le Covid nous a mis un bon coup dans le cou, ouais. Vraiment. Beaucoup derrière la nuque, pardon. Ouais, je pense que peut-être c'est pas le seul responsable, tu vois, parce qu'on avait encore beaucoup de choses à tester et à bien implémenter. Par contre, on avait déjà des premiers clients, on avait ça marchait bien, quoi. On avait 10 000 de demandes de location par mois qui étaient envoyées via la plateforme, donc c'était quand même des gros volumes. Vous avez fait comme une belle acquise de users, en fait. Gros problème de conversion, parce que c'est aussi le problème du marché structurel, en fait, parce que déjà... on n'arrivait pas, il y avait plein de sujets tech sur est-ce que les logements sont encore disponibles, il y en a qui ne mettaient pas à jour, tu sais, c'est comme les systèmes booking, etc., quoi. Il faut tout le temps que ce soit à jour. Et sur les colocs, tu ne peux pas le faire parce que tu as le dossier du locataire, les visites en dehors, donc il y a plein de gens qui sortaient de la plateforme, donc perdaient grave du chiffre d'affaires. Ouais. On n'arrivait pas à maîtriser le flux, quoi. Non, je vois très bien l'enfer que ça devait être, quoi. Et plateforme marketplace. Tu veux, et le problème d'une marketplace comme ça, c'est que on avait des fuites un peu partout. Et le Covid est arrivé, pendant 1 an, personne n'a déménagé. Tous les étudiants sont restés chez eux ou rentrés chez leurs parents. Et là, c'était le bazar parce que les résidences, nos clients, ils n'avaient pas d'argent puisque personne déménageait. Eux, ils étaient eux-mêmes en train de gérer leur propre trésor. Et nous, on s'est retrouvés un peu coincés, un peu à l'arrêt. Donc, on s'est dit quoi ? On va refaire le produit. On va bosser sur le produit en attendant. Et puis, on n'a pas suffisamment bien redémarré, amorcé la pompe. Et voilà, plein d'erreurs aussi. Okay. Le marché est compliqué. On a voulu vendre. Nos concurrents qui devaient nous racheter
pareil, on a joué de malchance, on a raté une levée de fonds. Enfin bon, tout s'est enrayé, si tu veux, les 2 années après Covid. Et donc, malheureusement, ça a donné lieu à une liquidation en 2022. Ok, donc là, du coup, fin d'un game. En vrai, si on avait 1 heure de plus, limite, je t'interrogerais un peu plus là-dessus parce que c'est vrai que la liquidation, pour en avoir vécu aussi une, en fait, ça, il y a plein de choses à dire là-dessus. Comment on la vit comment on la vit par rapport aux autres, comment on la vit par rapport à ses pairs, PAIR, les autres entrepreneurs, comment on le vit intérieurement. Bref, il y a 1000 trucs à dire là-dessus. Ah bah oui, tu peux faire un épisode entier sur l'échec d'une boîte. C'est très dur quand c'est ta première boîte en plus et que ça a construit pendant 5 ans. 5 ans, c'est pas rien de ta vie. Mais après, l'idée, c'est à chaque fois, en fait, quand on en parle, c'est un peu d'en parler sans faire, tu vois, moi, par exemple, je déteste, c'est le discours de ouais, mais c'est l'échec qui nous fait apprendre, machin et tout. Ouais. Oui, non, mais il y a pas de problème en fait. Mais en fait, je m'en serais passé. Hein. En fait, le seul apprentissage de l'échec, c'est que c'est méga chiant et qu'on veut plus le revivre en fait. Exactement. Il faudrait dire cette phrase en fait, plutôt de dire du coup j'ai appris à mieux gérer ma trésorerie, mon machin. Moi, tu vois, non, après tu te mets en mode. Le discours larmoyant et tout, c'est bon, vas-y, ça m'énerve un peu. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que ça réveille en toi plein de choses et que ça te force à penser avec un prisme complètement différent. Tu vois, moi, la deuxième boîte, c'est un prisme. Je sais que je suis pas du tout la même. Il y a un avant Woomies, un après Woomies. Clairement, ça, pareil. Mon prisme d'entrepreneur, il a complètement changé. J'ai bien compris que les parts de marché, la fame, ça et tout, c'était bien. Ouais. Mais que en vrai, maintenant, ce que je veux, c'est gagner de l'argent en fait, et que plus jamais je ne revive ça en fait, quoi. Exact. Ouais, c'est à peu près la même chose. Si ce n'est que malgré tout, tu dis t'apprends de tes erreurs. On a refait d'autres erreurs quand même avec Blox, tu vois. Mais donc, tu sais, en fait, ça, des erreurs, on en fera toujours. Ouais. Et tu sais que moi, pareil, je suis pas passé loin d'un deuxième échec et mat il y a genre 1 an ou 2. Et franchement, pendant que ça m'arrivait, pendant que j'étais près du précipice, là où je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je me suis remis dans cette même merde alors que je m'étais promis de ne plus jamais l'être. Donc, en effet. Moi, ça m'est arrivé un an et quelques après, tu vois, où mise. Je me suis engagée tout de suite sur Blox. La transition, elle s'est faite assez rapidement. Ouais. Parce que je me suis dit, les planètes, elles s'alignent vachement bien. Grégory, qui était mon ancien associé sur Blox, qui est sorti. On pourra en parler. Enfin, voilà, c'est aussi un sujet. Mais vas-y, allons-y directement sur la transition vers Blox. Donc, transition, moi, je me dis, OK, moi, j'ai perdu beaucoup d'argent dans Woomies. J'ai pas de chômage en tant que entrepreneur. Donc, on n'a pas le choix de se mettre en scène. Et je ne savais pas qu'il y avait... Bon, après, tout le monde, il y en a... J'ai appris qu'il y avait des assurances. D'ailleurs, c'est important de le dire. Okay. Mais il y a des assurances. Tu peux t'assurer en tant qu'entrepreneur pour avoir une sorte de chômage. Tu te fais ta propre assurance chômage, en fait. Ouais, mais il y a des boîtes type AXA qui le font, tu vois, et qui proposent ça à des entrepreneurs. Donc, c'est bon à savoir parce que si il y a sûrement une start-up qui s'est lancée là-dessus, non? Ça doit exister. Appelle... Et c'est une assurance. Si des auditeurs. Montez-le, s'il vous plaît. Voilà. Montez le Alan de l'assurance chômage des entrepreneurs, quoi. Ouais, et donc tu te retrouves, un peu sans rien, quoi. Et j'ai la chance, moi, d'avoir un toit sur la tête et de pas être. J'ai de la chance d'avoir une famille qui m'a soutenue à ce moment-là. Mais je me dis, c'est ma hantise de retourner salarié, mais j'ai pas le choix. Sauf si je trouve un projet. Dans lequel j'ai des conditions qui me permettent de me relancer sur un autre sujet entrepreneurial. Ouais. Et à ce moment-là, Grégory arrive, on parle de ce sujet-là. Il y avait Brix, qui était une boîte qui fait de l'immobilier fractionné à l'époque, maintenant du crowdfunding, qui était en plein boom. Et, les gens de Brix qu'on embrasse aussi. Hein. Ouais, oui, il s'appelle le CEO de Brix déjà. Cédric. Cédric, ouais. Qui a fait franchement c'est fou. un sacré boîte qu'il a créé en peu d'années pour démocratiser vraiment l'immobilier, l'investissement immobilier à partir de 10 €, donc tout petit montant. Il a construit une énorme communauté autour de ça. Et donc, c'est inspirant. On se dit, il y a plein de choses qui se passent dans le monde de l'immobilier. Il y a c'est vrai que historiquement, tu as des plateformes de crowdfunding, mais il y a des nouveaux acteurs qui se montent. Enfin, c'était aussi un moment où, moi, j'ai toujours aimé l'immobilier. Par ma famille, par mes potes. J'ai plein de potes qui sont dans l'immobilier. Donc, je gravite là-dedans et je me dis, OK, c'est vrai que c'est un monde qui est quand même assez traditionnel, qui est assez poussiéreux, très fermé. Tu vois, les professionnels de l'immobilier que je connais, ils sont en vase clos. Tu les connais pas, tu connais pas. Et toutes les grosses opérations, les belles opérations, elles sont quelque part toujours entre les mêmes mains.
Il n'y a pas en tant que particulier, de moyens pour investir simplement en immobilier et de manière accessible sur des bons produits. Et puis, Grégory me parle de son projet. Lui, c'est un investisseur en immobilier commercial, donc vraiment avec cet ADN-là. Et il me dit, l'idée, ce serait de faire une sorte de BRICS pour l'immobilier commercial, en achetant des murs de commerce et en ayant cette plateforme. Initialement, on voulait faire de la tokenisation, c'était la grande mode aussi. C'est vrai que c'était le moment de ça. On a étudié plein de modèles, tu vois, plein de modèles. La tokenisation, le fractionné. Alors à l'époque, le royalties, BRICS s'est fait taper dessus. Mais on étudie plein de choses. Et au niveau de la brand, vous appelez ça Blocks. Moi, tu vois, du coup, Blocks, c'était pour blockchain, normalement. C'était l'idée de Grégory. Et puis... Moi, je me rappelle que du coup, je faisais que confondre BRICS, Blocks et tout. Enfin, tu vois, il y avait quand même une petite confusion. Et puis, il y en a d'autres qui sont appelés... il y a eu plein de noms un peu similaires, tu vois, en mode pour donner l'idée de fractionner quelque chose, tu vois. Ouais. Mais à un moment donné, du coup, ça quand nous qui avions un regard extérieur, ça, en effet, vous étiez 3-4 marques qui avaient des consonances assez similaires et qui faisaient... Alors, tu vois, en effet, eux, ils sont sur l'immobilier, vous étiez sur l'immobilier, vous, commercial, donc c'est deux choses quand même différentes. Et du coup, si t'es pas vraiment intéressé dans le truc, on comprenait pas trop, quoi. Il y a des confusions, écoute... Mais par contre, je me rappelle que vous étiez avec Mamad Sakho. On était avec Mamad Sakho et Mamad, qu'on embrasse, qu'on adore. Ancien footballeur professionnel, pour celles et ceux qui ne savent pas. C'est un joueur du PSG. Grand footballeur, ouais. Qui a commencé au PSG à 16 ou 17 piges en pro. Et qui a même eu le brassard de capitaine à 17 ans à un jour de match où Laurent Blanc était entraîneur, je me rappelle. T'as bonne mémoire, mais effectivement, plus jeune capitaine de l'équipe de France. Pas de l'équipe de France, je dis n'importe quoi, du PSG. Mais oui, qui a surtout une histoire de vie aussi incroyable. Et qui du coup maintenant est à fond dans le business. Qui effectivement s'est reconverti complètement dans le monde du business aujourd'hui. Il fait plein de choses, effectivement, et il est installé à Dubaï aujourd'hui, et il a sa boîte... Il fait de l'investissement IMO à Dubaï, il s'appelle Sakho Properties, il développe pas mal de choses là-bas, il s'éclate et donc on va refaire d'autres choses potentiellement avec lui dans les mois à venir. Mais oui, ça a été un propulseur, clairement, tu vois, de lancer ta boîte et tu te dis, nous on va... Ce qui était minoritaire en fait, c'est ça ? Ouais. Mais du coup, ça qui vous a vachement aidé dans la communication, en fait. Ouais, mais c'est un mec qui est passionné aussi de ça et d'innovation, il s'intéresse, c'est quelqu'un qui est hyper curieux, Mamad, et donc il s'est dit, moi, c'est un sujet qui me parle parce que démocratiser un sujet d'investissement IMO pour le grand public et permettre à tout le monde de pouvoir investir aussi dans des projets en plus de commerce, c'était vraiment un sujet il avait une bonne appétence dessus. Et donc, on a pas mal préparé le lancement avec lui, ouais. Parce que lui, l'avantage, c'est qu'effectivement, il a une grosse exposition sur les réseaux. Et puis, il a un gros réseau aussi. Mais pareil, le lancement, je me rappelle qu'il était quand même réussi parce que vous avez fait vraiment beaucoup de bruit à cette époque-là. Écoute, oui, on a une bonne répercussion. On avait préparé le lancement média, plus vraiment une OP. En fait, comme on était sur... L'avantage de l'immobilier, c'est que tu es sur de la pierre. C'est un truc très concret. C'est pas comme tu investis sur une action en bourse. Tu vois, là, il y a quelque chose de très... sympa dans le fait de pouvoir investir dans un commerce parce que ça parle à tout le monde, surtout dans le commerce. Ça raconte une histoire. Un commerçant, il te raconte une histoire. Tu vas dans ton boulanger, dans ta boulangerie du coin de la rue, tu connais ton boulanger, tu as ton épicier, tu vois, les commerces de quartier. Moi, c'est ce que j'ai trouvé passionnant et avec les années, j'ai développé vraiment cette passion du marketing, de la communication. Et je trouve qu'un produit, tu as toujours une histoire à raconter. Et un commerce, c'est vivant, c'est concret. Et donc, quand tu dis à quelqu'un, investis dans le commerce dans lequel tu as l'habitude d'aller, si tu veux, dans ton quartier, ton commerçant, c'est ton locataire. Et tu peux investir à partir de 10, 100 euros, 1000 euros et recevoir tous les mois un petit loyer. Ça rend les choses... ultra ludique, ultra sympa, et j'ai adoré ce concept-là qu'on a vraiment poussé en concept marketing. Et derrière, on a vraiment préparé la stratégie de communication avec les médias. Et on a invité des journalistes dans notre premier commerce qu'on avait proposé à l'investissement, qui était une trattoria dans le 18e. Et on avait Luigi, le commerçant, qui est là depuis 17 ans, qui incarne, tu vois, son commerce de quartier, qui a fait ses pizzas, qui a reçu... les journalistes, les influenceurs qu'on a invités. Et là,
c'est là où on a créé vraiment ce buzz, tu vois, Et en plus, c'était le moment où LinkedIn commençait à vraiment éclater avec ses premiers créateurs et créatrices et commençait à faire énormément de vues. Et on est quoi, 2021 ou 2022? Ouais, c'était 2021. Ouais, 2022, non, pardon. 2022, on s'est associé avec Olivier, qui est toujours mon associé, et Grégory, qui est sorti maintenant. Et on a lancé en 2023, tu vois, donc c'est tout à fait... C'est quand même ultra récent, tu vois, j'ai l'impression que c'était un peu plus vieux que ça. Ouais, 2023, on a lancé Blox, et puis on a lancé les 2 premiers commerces. Ensuite, on a dû... voilà, ensuite pivot, et on a remboursé les projets, et on a changé notre stratégie. Voilà, donc, parce que c'est vrai que c'était compliqué. Ça fait même pas un an. Hein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est un peu sur les... En fait, vous avez monté Blox, vous avez dit, bon, en vrai, on a testé, ça va être compliqué financièrement. Et du coup, vous pivotez vers, du coup, un club deal qui s'appelle Capi. Exactement. Une nouvelle brand, du coup, qu'on aime beaucoup aussi. Avec le K, nous, on aime bien. C'était un gros sujet. Est-ce qu'on garde la brand ou pas? Et en fait, c'était complètement différent. Donc, vous avez bien fait. Ouais. Parce que moi, au début, j'avais pas fait le rapprochement entre les deux, tu vois. C'est quand je me suis... j'ai vu Capi, je t'ai vu, j'étais voir ce que tu faisais. Et je dis, ah putain, c'est la nana qui a fait Blox, qui a fait Woomies aussi. Tu vois, j'avais pas fait le rapprochement de tout ça, quoi. Ça a été un gros sujet parce que tu t'attaches à une marque quand tu crées une communauté quand même, même au bout d'un an, tu vois, ou une petite année. Tu te dis, quand même, les gens, ils commencent à connaître Blox, on a eu des articles de presse et tout. Donc, c'est dur de lâcher De tout recommencer à zéro. Ouais, de tout recommencer et te dire, bon, vas-y, je reprends une feuille blanche. Et qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui marchait pas, et comment on cible mieux, et comment on fait en sorte d'utiliser au mieux nos forces de l'équipe. Donc avec Olivier Gérard, qui lui a 30 ans d'expérience donc dans le monde de l'immobilier, il a dirigé des grands groupes, il connaît du monde, et donc il a plein de forces. Il n'était pas forcément bien exploité avec le format de Blox, que maintenant on réutilise beaucoup mieux avec Capi, sur son réseau, sur son approche, son expertise. Et Jérôme Chabin aussi, qui est notre associé, qui est membre fondateur du club. Donc Jérôme, qui revient, ce qui était le cofondateur de DAD, qui est une boîte qui fait des... Alors, peut-être pas des milliards, mais qui était 600 millions, je crois que le dernier, ils doivent faire 600 millions par an sur le dernier, et effectivement, ils sont valorisés 1,3 milliard sur la dernière levée de fonds. Ouais. Ce qui est plutôt huge. Et donc, du coup, lui s'associe avec vous pour lancer Capi. Il s'est associé avec nous. Comment on présente Capi en une phrase? En une phrase, Capi, c'est un club d'investisseurs immobiliers qui donne accès à des opérations haut de gamme, on va dire, de gros volumes immobiliers, hôtellerie, para-hôtellerie, villas de luxe, immeubles, en co-investissement avec des professionnels de l'immobilier. Tout à l'heure, en off, je t'ai dit, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu le blast de l'immobilier? Je sais pas, est-ce que tu aimes bien cette comparaison, ou tu dis non, c'est pas du tout ça, c'est quand même très différent? Alors, dans la logique, on va dire qu'on s'en rapproche. C'est un peu le même fonctionnement, si tu veux. Sauf qu'on est sur, on va dire, un ticket d'entrée plus important, puisque c'est 20 000 € pour investir dans les projets immobiliers. Quant au blast, et donc, on est dans un format plus réduit. Tu vois, on va dire plutôt sur une logique... Bon, alors, c'est pas du tout péjoratif, mais peut-être plus haut de gamme, parce qu'on est plus en cercle restreint quand même aujourd'hui. C'est pas la même cible. On fait des événements aussi comme Blast. Et en fait, si tu veux, dans la logique, c'est le fait de pouvoir investir à plusieurs dans des projets immobiliers qu'on sélectionne grâce au réseau et à l'approche d'Olivier notamment. Et on va vraiment s'associer à des grands professionnels de l'IMO qui ont des années d'expérience, qui ont une renommée sur le marché, qui nous donnent confiance aussi sur leur exécution, tu vois. Et ils vont avoir accès à la bonne affaire IMO parce que ça fait 10, 15, 20 ans qu'ils sont sur le marché. Ils vont savoir faire les travaux pour créer de la valeur sur l'actif. Et après, ils vont savoir le revendre parce qu'ils ont cette expérience-là. Et nous, l'idée, c'est qu'on crée des liens, on crée des ponts, si tu veux, entre les professionnels qui ont ce type d'OP et nos particuliers qui veulent investir avec eux. Ok, très clair. Mais tu vois, moi, je pense que là où je vous ai connu, c'est en effet, je pense que c'est grâce à vos événements qu'à un moment donné, je voyais partout dans mes stories. Et je crois que c'était Guillaume Moubèche qui était peut-être là. Guillaume est associé avec nous, ouais. Ah, mais voilà, tu vois. Guillaume est un ami. Et en fait, on a pris la chance aussi d'avoir eu un très beau tour de table autour de nous, autour de Blox initialement. Puis ils nous ont continué à nous suivre aussi. Mais dans nos associés, on a une dizaine de personnalités du monde de la tech, de l'IMO, dont fait partie Guillaume Moubèche, dont fait partie Jonathan Angelov, dont fait partie Michael Benabou de la financière Saint-James, Marc Ménassé de Founders Future. Donc il y
Il y a vraiment une équipe très, très sympa et très enrichissante pour nous aussi, tu vois, dans nos associés. Et donc, on s'est dit, OK, on a des forces qui sont quand même assez sympas en termes de réseau. Et comment on en fait quelque chose de bien. Et les événements, c'est ce que je préfère aujourd'hui. C'est indispensable. C'est la communauté, tu vois. Les gens doivent se rendre compte qu'aujourd'hui, en fait, créer une communauté, donc déjà, c'est pas facile. Créer une communauté, un amour autour d'une marque, c'est compliqué déjà de le faire en ligne, mais déjà, quand on le fait, c'est bien. Et dur. Franchement, si vous voulez, à un moment donné, mettre du ciment autour de ces petits blocs, autour de ces petits parpaings que vous mettez autour de votre communauté, c'est l'événementiel. Il faut se voir et là, vous allez gagner un temps fou, ça coûte un peu, mais déjà, c'est plus sympa. Tout dépend comment tu t'organises, mais il y a des moyens de bien le faire. Ça coûte un tout petit peu, mais c'est un coût marketing pour moi qui est indispensable, quoi. Ah ouais, mais moi c'était une de mes frustrations aussi avec Blox, si tu veux, c'est qu'on avait 6500 investisseurs en ligne. J'en connaissais pas un. Et tu crées pas du tout le même lien. Donc, on a décidé, et je trouve que en tout cas, c'est un projet qui me ressemble plus qu'Happy, parce que tu l'incarnes, ce côté. Tu l'incarnes de ouf. Du coup, j'ai repris les rênes, puisque c'était mon ancien associé, Grégory, qui était CEO de la boîte Blox. Et moi, on était associés avec Olivier et lui, mais c'était lui qui pilotait plutôt. C'était lui l'image, quoi. Oui. Exactement. Et effectivement, quand il a décidé de partir et de poser le crayon sur l'aventure Blox, on a dit très bien, je reprends les rênes et on va faire quelque chose d'un peu différent. Olivier et nos autres associés m'ont soutenu dans cette logique-là. Et donc, on est reparti. Et effectivement, avec une logique plus proche de nos clients. Moi, ce que j'aime, c'est c'est la diversité des profils qu'on a. On a beaucoup d'entrepreneurs quand même dans le club, de dirigeants. On a des salariés qui gagnent très bien leur vie, mais qui n'ont pas le temps d'aller chercher des projets immobiliers, mais qui adorent ça. Et puis, on a des sportifs. T'en parlais, tu parlais de Mamad, mais il y a Robert Pires avec nous. Je suis Pires aussi. Donc on a des sportifs du rugby, et je trouve qu'en termes de valeur, de mindset entre les entrepreneurs et les sportifs, c'est top. C'est ça, en fait, quand tu as fait ton event, je pense qu'il y avait au moins 6-7 personnes que je connais ou que je suis. Parce que, par exemple, Pires, je le connais pas, mais je le suis. Et en fait, d'un coup, tu as envahi mes stories. Et donc, je me suis dit, okay, je te t'inonde, je te spam. Non, mais j'aime bien quand je vois ça, je dis, putain, ça veut dire que là, il y a un truc qui se passe. Et tu vois, mais ça montre encore une fois la force des réseaux pour faire passer des messages et amplifier des lancements ou ou juste des communications simples. Et tu vois, c'est grâce à ça, encore une fois, événement plus influence plus réseau égale, on a entendu parler j'ai entendu parler du Capi. On dit le Capi ou on dit le Capi Club ? Ouais, le Capi Club. Non, mais Capi Club. Le Capi Club, allez. Ou le Club Capi, ça dépend, il y en a qui le... Mais oui, je suis d'accord avec toi. La force d'une marque, tu l'as construit avec des ambassadeurs, une communauté, et il n'y a rien de mieux que le lien réel. Moi, j'avoue que là, tu vois, hier, on avait un événement, on a fait un format qui change un petit peu, parce qu'on était dans une galerie d'art. Donc là, on a croisé un peu les mondes entre l'Invest IMO et galerie d'art. Un truc, plus une galerie prestigieuse. C'est un monde, un univers qu'on connaît beaucoup moins, qui est je vais donner le nom parce qu'elle s'appelle la Galerie Kremer. Okay. Qui c'est un hôtel particulier magnifique sur le parc Monceau, confidentiel, qui est la référence mondiale, si tu veux, en art du XVIIIe siècle. Donc tu rentres, c'est complètement différent, tu vois. Et justement, le monde de la tech avec le monde de l'art du 18e, et j'adore croiser les mondes. Et en fait, tu vois, il y avait des rugbyman, il y avait des entrepreneurs hier, il y avait Robert aussi, des gens du foot. Et je trouve que ce melting pot, ça change des clubs d'investisseurs un peu guindés, si tu veux, où tu te dis, tu te fais un peu chier dans les events. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Capi, c'est de croiser des mondes avec des sportifs, des entrepreneurs. Et au-delà d'investir ensemble, tu crées des liens, quoi. Et ça cimente vraiment la communauté. Donc pour moi, l'événementiel, c'est le moyen et le levier le plus fort pour cimenter ta communauté et créer un attachement à ta marque et une confiance, surtout dans notre secteur où tu dois avoir une confiance importante des investisseurs, parce que les gens ne vont pas investir 20 000, 30 000, 50 000 euros en ligne sans te connaître. J'ai tellement peur que ça soit un scam ou un truc comme ça. Donc en fait, il faut que tu inspires confiance de fou, quoi. Bien sûr. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille avec des professionnels.
qu'on organise des formats avec des experts, qu'on fait des webinaires en ligne, on fait des choses comme ça et que petit à petit, là, on construit une stratégie de contenu autour de ça et du partage de valeur parce qu'on a la chance d'être avec des gens qui ont une expertise de fou dans ce secteur-là. Donc, on essaye de moderniser aussi un peu l'approche de l'investissement IMO en le rendant plus vivant et plus sympa aussi à travers la parole de ces experts-là. Tu vois, ce que je fais avec mon podcast aussi. Donc, voilà. Et du coup, c'est quoi le principe? C'est on paye une cotisation annuelle qui nous donne du coup accès aux deals, accès aux événements. Exact. Et ensuite, c'est quoi vous les animez comment? C'est une plateforme en ligne, il y a un Slack, il y a un WhatsApp, il y a... Ouais. Écoute, il y a une plateforme communautaire et une plateforme investisseur, vraiment pour investir de manière importante. Enfin, tu peux investir en ligne et suivre tes investissements. Donc, et c'est une petite tech interne pour... Ouais, c'est une plateforme qui te permet d'investir. Là, vous êtes servi de ce que vous avez fait avec le blog, je suppose que vous êtes reparti de l'existant, quoi. Exactement. Et donc, tu as cette partie investisseur et tu as la plateforme communautaire. Donc, là où tu retrouves les actualités du club, les profils des membres, où tu peux échanger, où les membres peuvent échanger entre eux. Nous, on poste les actus. Et donc, on a aussi notre groupe WhatsApp privé pour les membres. Donc, WhatsApp, de toute façon. Voilà, franchement, c'est pratique. Oui, pour évidemment tous les événements. Et donc, on essaye d'organiser environ 8 événements par an. Pas mal, quand même. En présentiel. 2 gros événements, donc 2 grosses soirées. Une printemps et une là en fin d'année. On va fêter les 1 an du club. Et donc tu ça, à Paris, c'est du coup pour le moment, ouais. Pour le moment, Paris. Bravo. Donc après, par contre, on a des membres qui viennent de partout. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est la magie du digital. C'est qu'avec la chaîne YouTube, tu vois, la première saison du podcast, on a des entrepreneurs de Montréal, tu vois, qui nous ont rejoints, qui de temps en temps viennent à Paris. Donc ils sont chauds de venir. Mais il faudrait des city managers, en fait, c'est un peu des ambassadeurs dans les autres j'aimerais, pays, pour le dans moment, les autres villes. pour le moment, c'est encore petit, mais oui. Après, quand on verra pour déployer des sujets à l'international, ouais. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu as à la fois l'aspect, c'est vraiment un modèle hybride en fait, où tu as à la fois une communauté online qu'on va développer de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse l'animer, il faut qu'on va faire des lives, on fait des lives dès qu'on présente des sujets d'investissement, mais comme on est très sélectif, on fait pas un sujet d'investissement par semaine, on va en faire 5 par an, et donc on va sur des gros dossiers. Là, par exemple, là, je suis membre du club, je sais pas, par exemple, là, aujourd'hui, là, j'ai accès à combien d'investissements différents on en si je fait veux un par an aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on en fait un par an. Donc on fait un club deal, jamais plus d'un. Et puis on va sur des thématiques différentes. Donc là, on a fait, tu vois, en début d'année, un portefeuille de bureaux transformé en logement hôtelier de luxe à Paris. C'est un gros volume, tu vois, c'est 23 millions d'euros d'investissement. Donc c'est pas un truc que tu fais seul. Donc là, c'est avec un professionnel qui s'appelle le groupe BMF. Et là, c'est quoi? Ils vous laissent une poche? Ils vous disent, on vous laisse une poche de 1 million d'euros, par exemple. Exactement. Là, vous la proposez au club et les gens, ils mettent 20 000, 50 000, 100 000. Exactement. OK. C'est vraiment le concept. Et sur des opérations assez courtes, donc vraiment, on va avec des marchands de biens. Le but, c'est d'avoir entre 2 et 5 ans une sortie et de partager la plus-value à la sortie. Donc, donc c'est quand même, c'est du court terme. C'est court terme. C'est pas, c'est complètement différent de ce qu'on faisait avec Block sur du rendement long terme. Pas du placement, quoi. Oui. C'est de l'investissement. Donc là, le but, c'est de partager la marge à la sortie et de dire, en fait, on achète, je sais pas, une villa, le professionnel avec lequel on s'associe trouve une villa 30% en dessous du prix du marché, 20%, va créer des travaux et des extensions, il va demander des autorisations, etc. Et puis il va revendre avec une marge de 30% à la sortie. Okay. Et on partage la marge. Et donc c'est à 2 ans, tu vois. Et vous, en fait, à chaque fois, la poche que vous avez, c'est vous êtes obligé de créer en fait un SPV dans lequel justement vos membres investissent ou quand même en fait chaque membre investit du coup en direct? Non, c'est un véhicule effectivement de. Ouais, c'est lourd une ça, société. Non. Écoute, non, parce que comme on a automatisé ça via la plateforme, et c'est ça qui est intéressant, tu vois, dans le fait d'avoir un back-office, nous, automatisé. Au moins, vous êtes servi de ça, en fait. Moi, Block, ça a servi à ça, quoi. Ouais, ça a servi à ça. Après, on a développé d'autres choses aussi avec une boîte qui s'appelle Fraction, sur cette partie-là aussi. Mais oui, on a appris plein de choses. Il y a plein de choses qui nous coûtaient trop d'argent avec Blocks, qui maintenant qui sont sortis du schéma. Et l'avantage, c'est qu'on peut gérer un véhicule et que c'est très lisible aussi pour les investisseurs. Tu vois, t'es pas éclaté dans un. Donc c'est nous qui faisons le pivot, si tu veux, pour suivre les projets, de l'acquisition jusqu'à la sortie.
Et on fait les reporting avec, en récupérant toutes les infos du professionnel, etc. Donc, voilà. Ok, très cool. Et donc ça, comme on le disait tout à l'heure, quand on veut faire un peu de l'acquisition, du marketing, de la communication, toi, tu te sers beaucoup du coup de ta personal brand. Tu es quand même assez active là-dessus. Donc, il y a la chaîne YouTube, il y a le podcast. Tu es quand même active sur Insta et sur LinkedIn. Ça, c'est quelque chose que tu faisais déjà avant ou que tu fais beaucoup plus depuis Capilla? Je le fais plus. Après, moi, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours été... avec Woomies, je partageais plein de choses par écrit sur LinkedIn. Donc, je pense que ma première communauté, elle s'est créée à partir de là. Okay. J'ai fait un article, tu vois, sur la fin de Woomies, justement, pour parler de la liquidation, sur un peu ce que tu ressens, les pourquoi, les trucs. LinkedIn adore. Ça a beaucoup buzzé et surtout, ça va un peu ouvrir la parole à plein d'entrepreneurs en galère. Et j'ai eu des conversations, franchement, qui m'ont... je me disais, je savais pas qu'il y avait autant d'entrepreneurs en souffrance parce qu'on a toujours l'impression que sur LinkedIn, tu vois, t'es toujours en train de te comparer. Et je trouve que ça fait du bien aussi de dire les choses de manière vraie parce que sur LinkedIn, t'as toujours l'impression que tout le monde réussit à générer du chiffre comme ça parce que tu fais 3 posts LinkedIn, limite, ça te génère 15 000 de CA. Et tu te dis, mais pourquoi lui, il y arrive, pas moi? Je dois avoir un problème, tu vois. Et en fait, j'ai voulu un peu décomplexer le truc parce qu'on avait une aura entre guillemets, où Woomies, les gens nous prenaient pour Airbnb parce qu'on faisait beaucoup de communication. Et donc, tout le monde me disait, mais ça cartonne, Woomies, t'es sur BFM toutes les semaines et tout ça. Et en fait, tu closes ça. C'était la mode à l'époque, d'aller beaucoup sur BFM. Ouais, mais on cochait toutes les cases. Je vais te dire, on cochait toutes les cases. BFM, Station F. Est-ce que t'as été Forbes sortie, Under sortie? Non, j'ai pas été sortie, Under sortie, mais par contre, Women, ouais. Mais bon, on cochait toutes les cases. Et donc, dans la perception des gens, et c'est le problème de LinkedIn, c'est parce que tu es toujours dans la perception de l'autre et pas dans la réalité, parce que tu peux raconter ce que tu veux. Nous, on racontait pas de mauvais chiffres et que c'était la réalité, sauf qu'en réalité, des chiffres financiers, voilà, on n'en parlait pas. Donc, ça revient même, quelque part. Et en fait, tu te compares et tu te dis, bon, en fait, lui, il cartonne, lui, il a un article de presse, lui, machin. Et tu vois ça et tu te sens un peu comme une merde, quoi. Tu te dis... qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi? Et tu veux maintenir c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que plus tu communiques, c'est compliqué. Et donc, je suis redescendue de 10 étages avec la liquidation. De toute façon, on était en galère depuis 2 ans et c'était dur et j'avais du mal à extérioriser ça. Et donc, j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs à ce moment-là. Des issues de comment ça se passe, une liquidation judiciaire, de comment tu te retrouves devant 5 juges qui te font merci, quel moment terrible. Ça, quand on est dans la salle, en fait, avec tous les autres qui sont là pour leur liquidation, et puis tu te dis, c'est dur. En fait, ça me rappelait le collège. Alors toi, t'as peut-être pas eu ça. Quand ma mère m'amenait le mercredi en colle, tu sais, donc t'étais avec tous les loupards du collège, avec tout le fond du pagnetto, et toi, t'es au milieu, t'es Ah ouais, l'image de toi-même à ce moment-là, avec toi-même, elle est dure. C'est pas la best journée de notre life, quoi, tu vois. Non, tu sais, nous on est sortis avec Alex, je me souviendrai toute ma vie, et Léna. Nous on était 3, j'avais notre première salariée qui était avec nous, et Alex et moi, et on est sortis à 11h du tribunal de commerce de Nanterre. On a été se prendre des gin tonic, tu vois, on était en mode, on était complètement sonnés, quoi. On comprenait pas ce qui se passait. Mais en réalité, voilà. Et après, j'ai partagé ça de manière assez, la plus authentique possible, je pense, sur LinkedIn. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé partager ce type de haut et de bas, en fait, et de très bas même, sur LinkedIn. Donc, et après, sur la vidéo, je dirais que j'étais pas trop à l'aise, moi. C'est pas un truc du tout inné. C'est un truc que j'ai travaillé parce que je sais que ça fait partie du jeu. Pour faire connaître ta boîte, pour développer ton business, et on a plein de choses à partager, que maintenant j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'il y a quelques années, normal, hein, quand tu commences, et j'en ai vu passer beaucoup, donc je suis pas encore la plus à l'aise du monde, mais tu vois, j'essaye aujourd'hui de partager des choses. Jamais parfait, tu vois, mais en même temps... Non, mais en même temps, plus t'avances, plus tu t'en fous, en fait. Ouais. Et avant, là où tu te dis, est-ce que les gens vont aimer ce que je vais dire? Maintenant, je me dis moins ça. Je te dis pas que je le dis pas complètement, parce que j'y pense encore. Forcément, t'as pas envie d'être clivant, mais en réalité, plus t'es authentique, plus les gens adhèrent. Il vaut mieux qu'il y ait peu de gens qui adhèrent complètement à ta vision qu'une masse de gens à qui tu vois, qui se disent c'est sympa ce qu'elle fait, tu vois. Ouais.
Bon, moi, j'avoue que j'ai pas peur d'être clivant. Moi, j'ai juste peur que ça soit nul. Enfin, tu vois, que les gens, ça les intéresse pas, que ça leur apprend rien, ça les divertit pas, ça les inspire pas. Moi, c'est plus ça ma peur. Ouais. En vrai, d'être clivant, bon, ça, je m'en fiche un peu. Ouais, non, mais je comprends. Mais moi, tu vois, je me dis, Capi, c'est vraiment la qualité des relations que j'ai avec certains membres, certains ambassadeurs du club et tout ça. Ça vaut 10 fois plus que d'avoir 6000 mecs que je connais pas sur la plateforme. Et donc, je suis vraiment dans cette logique de qualité aujourd'hui. Et je me dis, j'arrête de me prendre la tête aussi sur la vitesse d'exécution parce que tu as toujours l'impression qu'il y a des boîtes qui explosent beaucoup plus vite que toi. Alors que bon, tu te dis, moi, je préfère construire un pied devant l'autre. Tu vois, et maintenant, j'ai plus du tout la même approche. Mais c'est vrai que la communication via les réseaux, elle nous apporte des clients. Tu vois, la chaîne YouTube, ça fait des mois que j'ai pas pu la relancer parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai envie de reprendre la saison 2 là, du podcast. On est en train de planifier Capital Imo. Voilà. J'ai pas fait beaucoup d'épisodes, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et, pour le réseau, c'est important. En plus, le podcast. Mais c'est un super levier, le podcast. Tu vois, nous, on se connaissait pas. Ouais. Là, on vient de passer 1 heure ensemble à échanger. T'échanges comme autour d'un café, c'est génial. Ouais, c'est un peu ça, tu vois. Mais du coup, c'est très différent de... parce qu'on aurait pu dire, moi, j'ai rien à te vendre, t'as rien à te vendre, mais on a envie quand même de se rencontrer. On aurait fait quoi? On aurait fait une visio de 15 minutes. Ouais. Donc, certes, on se serait connus. C'est bon, je t'identifie, tu m'identifies. Mais tu vois, pour moi... on n'est pas vraiment dans le réseau de l'un de l'autre, quoi. Alors que le podcast, pour moi, c'est le meilleur hack de ça pour créer un début de relation solide avec telle ou telle personne, quoi. Ah bah oui, c'est clair que ça te marque beaucoup plus que derrière un écran et c'est efficace. Enfin, c'est vraiment efficace. Et puis, il faut pas se dire que même si tu as 500 vues ou 300 vues ou 100 vues sur ta vidéo, si tu as une vue qui est pertinente pour ton business et qui devient un client, tu as gagné en fait. C'est tellement dur YouTube. Déjà, franchement, quand tu fais 500, 800 000 c'est dur, vues, hein, ouais. Tu te dis quand même que les personnes qui regardaient, c'est de l'ultra ciblé, quoi. C'est ça. Et les personnes, encore une fois, pareil, entre une personne, une vue sur LinkedIn, la personne a juste scrollé, elle est peut-être restée 3 secondes ou quoi. Et là, quelqu'un qui a été sur YouTube, qui a appuyé sur play et qui a regardé une partie de ta vidéo, pareil, tu l'as beaucoup plus impacté qu'avec une story, qu'avec un post LinkedIn ou autre, quoi. Ouais, puis tu fais rentrer la personne dans ton univers d'entreprise, en fait. Ouais. Tu vois, donc c'est le moyen de vraiment passer tes messages et puis effectivement d'accrocher des gens qui se reconnaissent dans ce que tu racontes. Tu vois, c'est pas le cas. Tu vois, je trouve que vraiment t'as pas de meilleur outil aujourd'hui de podcast et vidéo. Déjà, la vidéo, c'est important. Ouais. Parce que c'est pas la même vibration, tu vois, aussi quand tu regardes quelqu'un en vidéo, je trouve. Et LinkedIn, c'est... toi, t'es le roi de LinkedIn, tu vois, mais... je suis bien loin de là, mais c'est vrai que je suis actif. C'est surpuissant et c'est gratuit. C'est un outil d'acquisition gratuit. Ça, je dis toujours à ça aux gens par rapport à la marque personnelle et à la communication sur soi-même. Tu veux commencer par quelque chose, commence par LinkedIn, c'est de l'écrit, c'est le moins engageant, c'est gratuit, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Franchement, mais il faut le faire à sa sauce, tu vois. Exactement. Et le problème, c'est que tu es toujours en train de te dire, qu'est-ce qui marche, il y a un peu des copier-coller parfois, ce que je reproche, tu vois, aux créateurs, ou des entrepreneurs c'est bien de s'inspirer, mais je pense qu'il faut oser être soi-même et avoir sa propre approche, pas copier-coller. Voilà, la structure de poste qui marche, on veut tous du les voisin. Les patterns, les playbooks et tout, mais en fait, en vrai, il y a pas de méthode. Ce qui marche le mieux, c'est juste, il y a pas de tu méthode. mets ton truc, t'écris ton truc, tu laisses les fautes d'orthographe même, enfin, tu vois, pas trop, hein, mais c'est pas grave, quoi, tu vois, ça gêne pas les gens. Après, oui, voilà, après, maintenant, t'as les ChatGPT et tout ça, donc tu vois des posts, c'est des copier-coller, c'est tous les mêmes. Enfin, ok, d'accord, tu as envie d'occuper l'espace sur LinkedIn, mais à un bout d'un moment, tu lasses les gens parce qu'il n'y a pas d'âme, il se passe rien sur ton post, en fait. Clairement. Donc, bien sûr que c'est une aide. Je ne vais pas mentir que heureusement que j'ai ChatGPT pour m'aider à rédiger mes mails parfois, à relire mes mails. Mais la trame, le truc, je le retravaille, tu vois. C'est vachement important. Moi, c'est toujours, je lui donne toujours en fait ce que moi j'ai écrit. Il faut que ce soit une aide. Juste corrige-moi les fautes, arrange-moi les phrases. Et puis comme je l'ai un peu travaillé pour qu'il parle comme moi, c'est-à-dire que je lui ai fait manger, je sais pas, un bon millier de posts que j'ai déjà écrits. Donc il connaît un petit peu la vibe. Et du coup, c'est ça, il faut s'en servir comme un outil pour gagner du temps, pas pour écrire à sa place, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un outil, mais c'est un outil génial. Moi, honnêtement, aujourd'hui, ce que j'arrive à faire seule
Alors que, tu vois, un peu en bootstrap, parce qu'en réalité, on avait quasiment relancé Capi en fonds propres, tu vois, aujourd'hui. Ouais. Et je me dis, j'ai pas mis de budget d'ads, jamais, de marketing. Ok, j'ai investi un petit peu dans mes events. Aujourd'hui, après, j'ai toujours trouvé des moyens d'avoir un partenaire qui me finance une partie, d'avoir un pote qui me prête l'espace, enfin un pote, un associé on est associé avec des gens qui ont des hôtels dans l'immobilier, donc c'est génial. On a des lieux voilà, à disposition. Et donc, en fait, tu es beaucoup plus créatif déjà quand tu penses comme ça. Mais LinkedIn, oui, je pense qu'il faut y aller. C'est évident pour se vendre. Et faut être soi-même, en fait. Faut pas chercher à copier le post du voisin qui marche. Faut trouver son propre concept, quoi. Clairement. Je me fais un peu le maître du temps parce que je sais que après tu dois partir en rendez-vous. Quels sont peut-être les actus du moment, sachant que le podcast sortira dans, je sais pas, genre courant octobre, mi-octobre peut-être. On est quoi là? On est mi-septembre? Mi-septembre, ouais. On est le 11 septembre. Ah merde, on est le 11 septembre, oui. Ouais. J'avais pas fait le rapprochement. Bon, bref, on est donc ce sera, je pense, ça dans 3-4 semaines peut-être. Quels sont peut-être les actus qu'on peut donner? Et toi, où est-ce qu'on te suit, etc. pour donner ça aux gens? Écoute, dans les actus qui arrivent, là, ça va être une belle opération sur un hôtel. Donc, j'invite déjà tout le monde si vous voulez vous connecter sur LinkedIn, avec plaisir. Moi, je réponds. Lorraine Danet. Voilà, Lorraine Danet. Comme tu l'écris, peut-être que tu fasses pas de faute. A-2-N comme Nicolas, A-Y. Et Lorraine sans E à la fin. Lorraine sans E, exact. Donc moi, sur LinkedIn, en général, je suis assez active. Après, mail, lorraine@capi.club, K-A-P-I. J'aime bien moi aussi, ce qui m'avait plu, c'est que j'avais bien aimé le capi.club parce que pareil, moi, l'URL que j'ai acheté, c'est lachapelle.club. Ouais. J'aime bien ce mot club, en fait. Donc, c'est une communauté, quoi. Ouais. T'as envie je trouve que ça crée un truc assez cool. Et effectivement, c'est un club, puisque en ligne et surtout les événements, aujourd'hui, on a des membres qui se connaissent, qui se connectent, qui se rencontrent. Et c'est ça qui est sympa, quoi. Et pour aller aux events, il faut être adhérent, ou alors des fois, vous faites des events justement pour recruter, je mets entre guillemets le mot, de nouveaux adhérents et leur présenter un peu le club? Alors, il faut être adhérent, mais effectivement, sur les 2 soirées, on ouvre quelques places. Pour être parrainé, peut-être, ouais. Ok. Exact. Bon, du coup, pour les 2 connectez-vous. soirées, là, on va avoir une soirée fin d'année, novembre, fêter les 1 an du club et faire notre soirée de fin d'année. Là, venir, alors. Tu es invité. Parce que tu sais qu'en plus, tu parlais de Robert Pires. Ouais. Fun fact, mon tout premier maillot de foot que j'achète en 1998, un maillot de l'OM, je le fais floquer Pires 7 parce que c'était mon genre préféré à l'époque. Tu vas venir avec. C'est pour ça que je le suis. Tu vas venir avec, il va te le signer. Hein. On l'a fait signer la dernière fois sur un maillot Pires. Parce qu'en plus, c'était le maillot de l'OM. Ah oui, c'est le vrai. Mais c'était surtout celui de 99, c'était celui du centenaire. Donc c'était un maillot spécial, en fait, en plus, cette année-là. Ah écoute, faut que tu viennes avec au prochain événement. Robert, il sera content de le signer. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, le rendez-vous est pris. En tout cas, merci beaucoup, Lorraine, d'être venue jusqu'à nous pour passer dans le podcast. Je vais faire les petites mentions légales. Je vais remercier, évidemment, Podspace pour ce super setup. On est très bien reçus, comme d'habitude. Si vous êtes sur YouTube, un petit like, un petit abonnement, ça prend un clic. Et nous, ça nous aide. Je pense que c'est dur, YouTube, de grossir de manière organique. Et si vous êtes en audio, un petit 5 étoiles, pareil. Ça fait surtout plaisir à mon ego. On reste à 4,9. Voilà, on bouge pas. On essaye. En tout cas, merci à toutes et tous d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur La Chapelle Radio. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.